Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique. Vous écoutez Pierre Nantel. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à la politique, mais la politique s'intéresse à tout le monde. On en parle avec Stéphanie Touga. Salut Stéphanie. Et ça, Salut, à Pierre. travers le monde. Ouais, à travers le monde. Écoute, j'avais le goût, étant donné que c'est la fin de l'année, j'avais le goût qu'on fasse comme une espèce de tour de roue, des moments marquants de la dernière année. Il y a des moments qui sont éminemment politiques, puis des moments qui, je pense, qui ont marqué la chose publique, puis qui méritent d'être dignes de mention. Je suis certain de la pertinence de tous tes choix. C'était une grosse année. Moi, en tout cas, je trouve que c'était une très, très grosse année politique. Ça a été une très, très, très grosse année politique qui, je dirais que l'année, elle a notamment été caractérisée par une montée d'une certaine droite, de certains mouvements plus nationalistes, plus identitaires, un peu partout sur la planète, en Europe, beaucoup. Évidemment, il y a certains mouvements de assez très, très, très à droite, en fait, aux États-Unis, à travers le mouvement MAGA, le mouvement qui est derrière Donald Trump, qui m'amène à parler de ce moment-là, qui ne laisse personne indifférent, puis c'est l'élection en novembre dernier de Donald Trump qui accède pour une deuxième fois, donc, à la présidence des États-Unis, sur 3 tentatives quand même, 2 succès. Ouais. Il y a presque 80 ans, le bonhomme, puis malgré ça, fait campagne, est extrêmement présent, a l'intention de faire des grosses réformes. Déjà, il a déjà commencé à parler de son agenda politique, notamment, évidemment, on en a parlé, toi et moi, beaucoup la semaine dernière, mais la guerre tarifaire avec laquelle il s'embarque avec le Canada, avec le Mexique. Donc, évidemment, Donald Trump, pour moi, je pense que c'est même, j'irais jusqu'à dire que c'est l'événement politique de l'année 2024. C'est pas pour rien que le Time a dit que c'était Donald Trump la personnalité de l'année, parce que, honnêtement, qu'est-ce qui va se passer dans les 4 prochaines années avec Donald Trump à la tête des États-Unis? Franchement, personne ne peut le prédire. Surtout quand on voit l'entourage aussi autour de cet homme-là. Oui, sa famille, mais aussi des Elon Musk qui le qualifie de génie. Ce genre de personnage-là extrêmement, j'ai envie de dire, impulsif, extrêmement émotif, oui, très intelligent pour la plupart, mais surtout rusé. Très impulsif. Absolument. Ouais, rusé, stratège. Oui, mais tu sais, c'est drôle parce qu'on en a tellement parlé. Cet automne, on a suivi l'élection américaine comme si c'était l'élection au pays. Mais absolument. Finalement, on constate dans le désarroi dans lequel on est au Canada actuellement face par exemple, à la menace de tarifs que Trump a évoquée, on constate à quel point on avait raison. Comme tu le dis, c'est un personnage qui a une immense influence sur la situation sur toute la planète, mais même pour nous, même localement, je dirais même que ça change certains trucs au niveau local, la volonté et la façon d'être de Donald Trump. Absolument. Puis j'ai l'impression qu'on n'a pas appris de nos erreurs d'il y a maintenant plusieurs années quand Trump est arrivé au pouvoir la dernière fois, donc en 2018. Quand il a été porté au pouvoir, on savait qu'on allait se ramasser dans une guerre sur les tarifs. Là, à ce moment-là, c'était sur l'aluminium. Et on savait là qu'on allait être en chicane. On savait que notre économie allait être liée à la sienne, à ses décisions. Puis je trouve qu'encore aujourd'hui, le Canada, dans sa posture de politique étrangère, sur la scène internationale, on est tellement intimement lié avec les États-Unis. On n'a tellement pas diversifié, je trouve, nos alliés, nos partenaires commerciaux, que on est comme le stagiaire des États-Unis. On est toujours un peu tributaire de leur politique à eux. Puis je pense qu'on aurait dû apprendre de ça. C'est une erreur, je pense qu'on continue de faire. Tu veux dire, Stéphanie, que par exemple, si les Américains considèrent qu'il faut intervenir auprès de la Chine, ben on l'a fait, on l'a suivi. On ne s'est pas démarqué. Comme à une certaine époque, on se rappellera que Jean Chrétien avait dit non à George Bush pour un conflit armé. Exact, c'est un très très bon exemple. Je trouve que ça illustre très bien ce que j'essaie de mettre en mots, c'est-à-dire que on est tellement pas dans une posture où on est pris au sérieux. Je veux dire, on se fait comparer depuis plusieurs semaines par tout le clan Trump comme étant le 51e État en devenir de ce pays-là. On est tellement pas vu comme une menace, mais même pas comme un acteur qui peut amener quelque chose à la table que on est comme de facto inclus dans la politique étrangère américaine. On n'a pas une politique étrangère, je trouve, qui se démarque. Puis je comprends le fait qu'on partage une frontière qu'avec les Américains, qu'on est si près d'eux, que c'est un partenaire commercial privilégié, puis on a la chance que ce soit une puissance mondiale qui nous a protégés
c'est plus qu'à notre tour, mais n'empêche que aujourd'hui, je pense qu'on en paye le prix parce que de pas vouloir être plus indépendant ou plus autonome dans certains domaines. Puis c'est pourquoi ça m'amène à dire que l'élection de Donald Trump, ça aura un impact considérable sur nos vies, sur les vies de probablement plein de monde sur la planète. Et c'est pourquoi c'est l'événement marquant politique de 2024. Ah, absolument, je suis bien d'accord avec toi. Et d'ailleurs, honnêtement, c'est un peu surprenant qu'on se soit retrouvé dans une situation si faible à l'international parce que au point de départ, Justin Trudeau avait toutes les vertus. On se souviendra que quand il avait été élu, on aurait pu croire qu'il était justement tellement mieux que Donald Trump, tellement plus cute, tellement plus moderne, etc. Puis en bout de ligne, sur la scène internationale, ce qui a certainement pas contribué à être pris au sérieux par Donald Trump, ses fameux costumes quand il est allé en Inde, tout ça, ça a été vraiment une débandade absolue au niveau de notre relation internationale, alors que c'était bien parti avec un jeune, fringant premier ministre. C'est vraiment malheureux. Et Donald Trump en a été influencé, il faut croire. Ah, absolument. Puis tu fais bien de le mentionner. Je trouve que les ministres des Affaires étrangères canadiennes aussi, tu sais, Mélanie Joly est pas là-dedans du tout, là. L'espèce de déguisement, puis tout ça. Puis Chrystia Freeland non plus n'était pas là-dedans. Donc, j'ai l'impression que c'est Justin Trudeau qui, de par nature, a comme un peu nuit. En voilà, on le voit en image. Mais il y a un peu nuit à l'image canadienne d'être pris au sérieux. Tu sais, on est surtout vu comme des gentils qui se déguisent par moment. Donc, ça, il va falloir remédier à ça. Je nous souhaite ça en 2025. J'ai pas l'impression que Pierre Poilievre, s'il devient premier ministre, va tomber là-dedans. À voir. Non, certainement pas. J'espère que non. Je pense pas au niveau des costumes. Je pense pas qu'il y ait cet intérêt pour le théâtre qu'il y avait de toute évidence sur M. Trudeau. Il le sait d'ailleurs, il était professeur à l'époque. Bon, fait pour Donald Trump, il y a aucun doute que c'est je t'ai perdu. Ah ben bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, donc, je résumais simplement ce que tu disais au niveau de Donald Trump, à quel point c'est un événement politique qui nous a touchés de plein fouet. Non, c'est très clair. Puis dans les autres événements politiques qui, je pense, doivent être dignes de mention, il y en a deux qui sont arrivés très récemment, c'est-à-dire l'élection de M. Maduro au Venezuela, donc en juillet dernier. Il s'est fait élire sous fond de grandes manifestations, grandes arrestations. Les résultats sont contestés. Il y a plusieurs États en Amérique du Sud qui ne reconnaissaient pas, disons, la légitimité du processus électoral. Mais définitivement, là, le Maduro, qui est comme un peu l'héritier de Chavez, là, on est là-dedans. Son avènement au pouvoir aura été, disons, extrêmement dans la violence, vraiment pas dans une transition pacifique. L'ancien président a dû fuir, il est allé se cacher en Espagne. Donc vraiment, là, je pense que ça, pour l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, c'est un des événements politiques qui aura teinté l'année. Puis on dirait que c'est un peu dans les dernières décennies là où, en fait, je peux remonter à plus loin que ça, mais les transitions, les passations de pouvoir dans ces démocraties-là sont extrêmement difficiles. Puis sont souvent par les armes, sont souvent se passent souvent dans des climats extrêmement tendus. Peut-être qu'on leur souhaite ça dans la prochaine décennie, qu'il y a un processus de transition démocratique plus sain, plus calme, plus dans la paix, et on espère ne pas être contaminés, nous, par ce genre de mouvement-là. Ouais. Par exemple, aux États-Unis, je veux dire, on peut pas passer sous silence qu'il y a 4 ans, il y a eu quand même des gens qui ont pris les armes, qui ont pris d'assaut le Capitole. On n'était pas loin d'un coup d'État, là. Donc, espérons ne pas être contaminés par ce genre de mouvement-là. T'as bien raison. Honnêtement, c'est même que je trouve que la situation est sortie, la situation de Maduro est sortie du radar médiatique. On dirait qu'on en entend beaucoup moins parler. S'il y a moins de nouvelles, c'est peut-être que la presse est moins libre qu'elle ne l'était, puis qu'il y a moins de correspondants pour les différents journaux. C'est très, très inquiétant. C'est un bon point. J'avais oublié celui-là. C'est très, très, très inquiétant. Et un autre événement politique qui, je pense, est digne de mention, qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est la chute du régime de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, donc, la dynastie al-Assad qui a été pendant un demi-siècle à la tête de la Syrie, s'est fait chasser, donc, de son palais royal il y a de ça quelques semaines. Il s'y attendait, mais il s'y attendait pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait un mouvement rebelle qui était extrêmement organisé, un mouvement qui est très, très, très ancré dans la tradition islamiste, très radical aussi dans ses revendications. Donc, a décidé de faire un soulèvement
pour renverser le régime al-Assad et qui a donc dû fuir le pays en plein milieu de la nuit à la fin du mois de novembre, là, j'ai envie de dire le 27 novembre dernier. Puis là, on a trouvé des trucs un peu particuliers là, dans le Palais Royal, des photos un peu, disons, explicites de M. al-Assad dans des postures un peu particulières. Je n'étais pas au courant de ça. Ouais, tu iras voir, il y a des photos un peu particulières, là, lui en petite tenue un peu. Là. Voyons. Puis ça a comme circulé, fait que ça nous laisse penser. Tu sais, après, ce qui est distinguer le vrai du faux dans ce genre de contexte-là, c'est pas évident, mais ça laisserait du moins penser que M. al-Assad, il pensait pas qu'il allait devoir fuir en plein milieu de la nuit comme ça. C'est ce qu'on appelle se faire pogner les culottes à terre. Les culottes à terre. Tu as raison, Pierre. Mais vraiment, je peux dire en tout cas que moi non plus, j'avais pas du tout vu venir ça. Mais la réalité, c'est que tous les gens qui analysent ce qui s'est passé en Syrie évoquent à quel point le soutien des différents pays internationaux qui sont aujourd'hui occupés à d'autres conflits, comme la Russie, ont beaucoup manqué à la stabilité du régime Assad. Ben absolument. Puis tu sais, tu parles de la Russie, mais on pourrait aussi parler des pays voisins avec Palestine-Israël. Tu sais, la multiplicité des conflits en ce moment fait en sorte que les alliés naturels étaient peut-être pas en effet au rendez-vous pour soutenir leur ami Bachar, mais et donc lui en a payé le prix et il a pas dû trouver ça très très drôle là, Monsieur al-Assad cette petite nuit-là, devoir partir en plein milieu de la nuit de son lit sans ses culottes. On voit des sans photos ses culottes. Sans ses culottes. Mais et puis moi, je trouve que quand on se disait que c'était une grosse année au niveau politique à l'international, faut pas négliger le fait aussi qu'en France, je veux dire, M. Macron a décidé de liquider son Parlement avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Puis on dirait que on peut avoir des attentes en politique, on peut espérer que telle ou telle politique de gauche ou de droite va prendre son essor, mais la réalité, c'est que c'est les gens qui votent. Puis les gens, actuellement en France, je sais pas si tu es de cet avis, mais on dirait que c'est un fidèle portrait de l'écartèlement des valeurs des Français. Ils sont pris avec des factions, des politiques qui les représentent, des partis politiques qui représentent tout ça, mais qui n'arrivent pas à tracer une tangente qui domine, qui va comme rallier tout le monde. Tous les points de vue sont différents. C'est comme une mosaïque. Puis on n'arrive pas. Monsieur Bayrou, on va y sauter bonne chance, hein, parce que. C'est pas évident. Ben c'est ça. Tu sais, Emmanuel Macron, comme tu dis, il a quand même passé 2 premiers ministres en quelques mois. Un qui était, à mon sens, très légitime, c'est-à-dire Gabriel Attal, qui était issu de la famille politique, qui avait été élu quelques années auparavant, qui était dans une perspective, disons, plus représentative du scrutin. Ouais. Là, il y a eu une autre élection législative qui a été provoquée parce que, disons, dans la foulée des Jeux olympiques et des élections européennes, Emmanuel Macron a décidé de déclencher des élections anticipées. Puis je ne pense pas que les Français, quand Emmanuel Macron a nommé Monsieur Barnier à la tête de son gouvernement, je ne pense pas que les Français se sont sentis écoutés. C'est-à-dire que si on regarde les résultats des élections, c'est le mouvement très, très à gauche, à commencer par le Parti socialiste jusqu'au Parti communiste en allant du centre donc vers la gauche, qui a remporté les élections. En deuxième lieu, c'était le mouvement du Rassemblement national, donc d'une droite très, très nationaliste, très, très identitaire dont on parlait précédemment. Ouais. Donc, qui est arrivé bonne deuxième. La famille politique d'Emmanuel Macron a terminé bonne troisième. Donc, c'est un peu fâchant, je pense, pour le Français moyen de se dire, ben, coudonc, ça a coûté des millions de dollars. Tu nous as précipité dans une élection selon ton bon vouloir, puis en plus, tu respectes pas l'issue de ce scrutin-là. Donc, ça a donné toute la légitimité du monde aux oppositions pour faire tomber le précédent gouvernement, le gouvernement Barnier. Maintenant, c'est François Bayrou qui est tout récemment, là, ça fait quoi, une dizaine de jours, qui est premier ministre en France. Stéphanie, rappelle-nous. Stéphanie, oui, effectivement. Rappelle-nous, Stéphanie, Monsieur Bayrou, pourquoi on le connaît? Il était dans le gouvernement précédent, non? C'est ça, c'est un vieux de la vieille, là, honnêtement. Si on avait pu se dire, c'est 2024 ou 2014, là, pas clair, mais François Bayrou, c'est un politicien de longue date, il a toujours gravité, là, autour des Macron, François Hollande, cette gang-là. Donc, c'était un peu surprenant de le voir débarquer comme ça. En même temps, je pense qu'il s'est dit, Emmanuel Macron, on va essayer de trouver quelqu'un qui est comme bien au centre, assez consensuel, entre guillemets. C'est ce qu'il avait essayé avec M. Barnier, qui était quand même une figure importante, là, au niveau de l'Europe, au niveau de la politique française aussi.
ça n'a pas duré très longtemps. C'est le premier ministre qui a eu le mandat le plus court de la Ve République. Puis là, il se tourne vers François Bayrou. J'ai l'impression qu'il répète un peu la même recette qui n'a pas fonctionné. Fait à voir combien de temps il va tenir, M. Bayrou. J'ai eu l'impression qu'il va tenir plus longtemps que M. Barnier, tout simplement parce qu'il tombe pendant les vacances de Noël et qu'évidemment, les Français vont pas travailler pendant Noël. Parce que déjà, effectivement, ben non, puis déjà, effectivement, on sent que j'ai pas entendu les hauts cris qu'on avait entendus quand Barnier a été nommé. Bayrou, c'était comme business as usual, comme ils diraient nos Français. Je pense que tu as raison, mais tu sais, la réalité, c'est que bon, il y avait un paysage aussi extrêmement médiatiquement très occupé, notamment, puis ça, c'est un des événements politiques dont dont on parle, puis c'est le procès de Gisèle Pelicot. Ben, en fait, pas le procès de Gisèle Pelicot, de son époux, Monsieur Pelicot, avec 50 co-accusés qui l'ont agressé, qui l'ont drogué et qui ont été reconnus coupables la semaine dernière. Victoire incroyable pour Madame Pelicot. Vraiment, là, une femme là, d'une droiture qu'on ne connaissait pas, là, une femme moyenne. Tu sais, ça pourrait être ma voisine. Puis elle incarne maintenant le mouvement féministe et vraiment aussi ce que j'ai aimé la semaine dernière quand elle a dit la honte change de camp. La honte, c'est plus celui des femmes ou des victimes. La honte, c'est ceux qui m'ont agressé et tous les agresseurs. Puis j'ai trouvé que c'était extrêmement puissant. Ça finissait bien l'année. Ça mettait un baume sur une année qui a été extrêmement difficile. Puis elle, ça doit clore un chapitre. Pour sa famille, ça doit clore un chapitre qui doit être extrêmement douloureux. Fait qu'on lui souhaite à elle, disons, prompt rétablissement. Qu'on passe à un autre appel parce que wow, quelle femme! J'invite tout le monde qui nous écoute à aller voir le discours quand son conjoint, là, on le rappelle, et les 50 co-accusés que lui a décidé de dire, ben, si vous voulez venir agresser ma femme, rentrez chez nous, venez-vous-en. Incroyable. Ben, ces hommes-là, donc, vont payer le prix de ce qu'ils ont fait comme crime, ce qu'ils ont commis comme crime. Puis bravo à elle, chapeau. Franchement, moi, si j'avais pu faire partie de la table éditoriale qui décide c'est qui la personnalité politique de l'année, j'aurais dans mon cœur à moi mis Madame Pelicot. Je comprends qu'on a mis Donald Trump pour plein d'autres bonnes raisons, mais Madame Pelicot, je pense que Pelicot, elle gagne vraiment pour moi dans mon cœur du moins la personnalité, la femme politique, la femme de l'année. Tu as absolument raison, Stéphanie. Puis et je dirais même que tu sais la politique, c'est l'art du vivre ensemble. On est là pour gérer ce qu'on croit de nos valeurs communes. Et elle a soulevé un MeToo à elle seule, elle a soulevé la culture du viol. Parce que c'est ça ici. Là. Ce qui est à soulever, c'est que dans une bourgade aussi petite, il y a tant de monde qui était prêt à se livrer à un acte aussi barbare. Alors vraiment... Puis c'était ses voisins, c'était son boulanger, c'était des gens qu'elle croisait sur la rue. Ça vient, disons, attester d'une méchanceté, d'une cruauté, d'une vulgarité épouvantable. Puis elle, à travers ça, elle a vraiment été un rayon de lumière, puis de droiture, puis de force aussi. Là. Tu sais, elle a parlé avec beaucoup de hauteur. Hein. Elle a pas été revancharde, elle a pas été, alors qu'elle aurait pu. Elle n'a pas été mesquine, elle a pas rabaissé quiconque. Elle a juste été droite, ferme, forte. Puis dans la bienveillance, je l'ai trouvé franchement extraordinaire. Ah, bien raison. Merci Stéphanie. Une femme extraordinaire. Merci de nous ramener à l'ordre. La politique, c'est beau, mais ça, c'est encore plus important. Merci beaucoup. Je vais penser à toi le 26 décembre. Parce que tu as évoqué parce que tu m'as dit que le 26 décembre, tu espérais que M. Trudeau arriverait avec un plan, avec une solution pour avoir franchi les fêtes. Parce que je lui donne jusqu'au 26. Parce que le 25, c'est sa fête. On y laisse Noël avec sa famille. Mais le 26, on lui souhaite une marche dans la neige pour qu'il réfléchisse à son avenir politique, c'est clair. Merci Stéphanie. On se voit de l'autre côté. Salut. Salut, merci. Salut.